Mes salutations à toutes les queens, mes salutations à tous les kings, mes salutations à toute ma team Goal. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau podcast, mais avant tout, je tiens à vous remercier pour votre fidélité et pour ceux qui vraiment apprécient mes podcasts, ma chaîne Devenir un couple Goal et qui m'encouragent chaque jour en s'abonnant, en likant et en laissant des commentaires. Je voudrais vous dire merci, merci, merci. C'est pour vous, mais c'est également pour moi, donc c'est pour nous que nous le faisons. Nous allons créer une team goal, comme je le dis très souvent. Nous allons faire des choses très, très, très intéressantes pour l'année 2025. Il y a des choses vraiment, vraiment ludiques, pédagogiques, intéressantes à venir pour l'année qui se profile 2025 et ça va être une année de prospérité, de succès, non seulement pour vous individuellement, mais pour vous aussi en couple. Nous allons le faire pour vous, pour nous, pour moi, pour toi, pour quiconque est en train de m'écouter. D'ailleurs, si tu m'écoutes actuellement, abonne-toi pour ne rien rater. Ça va être une année formidable pour toi. Tu vas être béni. Tu vas être vraiment béni, mais en puissance. Tu seras richement béni sur le plan conjugal, sur le plan couple, sur le plan relationnel. Et ta bénédiction, elle commence aujourd'hui. Et pour cela, abonne-toi, like et commente. Et ensuite, tu verras déjà que tu vas prospérer non seulement individuellement, mais également dans ton couple. Je vous invite à me retrouver pour le sujet de ce jour, 9 points non négligeables dans le choix du bon conjoint. Nous parlerons de points de base, de points fondamentaux, de points stratégiques, de choses à ne jamais négliger. On ne fait pas de concessions sur les 9 points et je dirais même sur les 10 points puisque je vous ai réservé un petit bonus. Restez jusqu'à la fin. Donc, pas de concessions, pas de compromis. Il nous faut les 10 points sur lesquels on s'enracine, on fait un ancrage avant de pouvoir dire voilà, on va greffer les autres points importants, ceux-là non négligeables. On se retrouve après le générique pour pouvoir développer les 10 points. Bénis-moi, bénis-moi toujours, élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur, je veux vivre sans douleur. Alors, comme je l'ai dit, nous allons aborder 10 points non négociables à avoir chez le partenaire de votre destinée. Nous verrons les bases essentielles et je vous ai réservé un petit bonus, un 10e point. Donc, à la base, il y en avait 9. Du coup, bien avant d'entrer dans le sujet, je tiens à dire que choisir le partenaire de votre destinée, choisir l'homme ou la femme de votre vie, choisir votre époux, choisir votre épouse, dites-le comme vous voulez, c'est pas quelque chose de facile. C'est d'ailleurs l'une des questions sur laquelle il y a énormément de crispation, énormément de stress, énormément de questionnements intérieurs, extérieurs, voilà. Et il y en a même, ils ont des crises d'urticaire, ils ont des crises carrément émotionnelles, ils ont des crises existentielles, ils se posent tout un tas de questions et ils sont mal à l'aise, même le jour du mariage, la veille du mariage, la semaine qui précède le mariage, voire le mois. Certains, certaines décident de tout annuler, ils sont pas sûrs, ils savent pas, se laissent influencer soit par la famille, les amis, le cercle professionnel, enfin, c'est vraiment quelque chose de crucial. Faire le choix du bon ou de la bonne conjointe. Je n'en disconviens pas, c'est extrêmement compliqué car vous savez que quand vous choisissez un conjoint, vous signez pour normalement la vie. Il arrive qu'il y ait des accidents de parcours et qu'il y ait mariage et divorce, ça, on verra ça une autre fois, mais généralement, quand vous signez, c'est pour la vie. Alors du coup, on ne peut pas se laisser dicter ou se laisser conduire par l'amour, par les émotions, par les amis, par les conventions sociales ou par la pression ou je ne sais trop quoi d'autre. Mais surtout, j'ai remarqué que la plupart du temps, le GPS le plus commun, pour le choix du conjoint, ce qu'on retrouve vraiment, vraiment à 80 c'est l'amour, ce sont les émotions, c'est ce que l'on ressent
ce sentiment qui vous transporte, cet aveuglement dans les yeux, dans le cœur, dans l'âme, dans l'être. Voilà, vous êtes transporté, vous ne voyez plus rien, vous n'entendez plus rien, vous volez, vous planez, vos pieds ne touchent plus le sol. Et ça, c'est très dangereux parce que votre GPS dans le choix du conjoint, ça ne doit pas être les émotions et ça ne doit pas être l'amour. Faire le choix du bon conjoint et faire le choix du bon partenaire ou de la bonne partenaire de vie, eh ben, ça s'apprend et ça s'apprend dès le plus jeune âge. Donc pour ceux qui ne l'ont pas appris au travers de l'éducation, au travers de l'instruction, de manière autodidacte ou de manière, enseignée, également dans les bouquins, ben, je vous invite à vite rattraper votre retard, car si ce n'est pas le cas et si vous ne faites pas l'effort de justement vous documenter sur le sujet, apprendre comment faire le choix du bon conjoint, si vous n'êtes pas convaincu lorsque vous faites ce choix, vous risquez d'avoir de très, très gros problèmes. Vous risquez d'avoir de très, très gros ennuis. Vous risquez de n'avoir que vos yeux pour pleurer. Voilà, donc du coup, c'est le fruit d'une réflexion, faire le choix de bon conjoint. C'est le fruit d'une analyse. C'est le fruit même d'une sagesse bien menée. Trouver un bon partenaire de vie, c'est semblable en fait à une recette. Alors pas une recette simple et facile, hein, d'un gâteau au yaourt, hein, non, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe et compliqué. Et donc on va choisir un mets beaucoup plus compliqué, quelque chose de sensible, quelque chose qui ne supporte pas les températures trop élevées, mais en même temps pas trop basses. Bref, vous avez compris. C'est une recette très compliquée qui nécessite non seulement les bons ingrédients, les bons dosages, le bon timing, la bonne température, la bonne cuisson. Et aujourd'hui, je vais vous donner, pour commencer, parce que là, on n'a pas tous les ingrédients et toute la recette. On va commencer la recette pour pouvoir faire le choix du bon conjoint. Et donc aujourd'hui, on parlera des 10 points non négociables pour choisir le partenaire de vie. Voilà, donc ce sont des points, je le redis, non négociables que vous devez, quand vous décidez de faire chemin commun avec quelqu'un, posséder nécessairement, impérativement. Le 1er point, c'est la connaissance. Alors, la connaissance, c'est un bien grand mot, on entend parler de connaissance tout le temps, dans tous les domaines. Là, moi, je vais cibler 3 points, 3 formes de connaissances en particulier qui sont, vraiment importantes quand on décide de se mettre en couple, que ce soit votre mari, votre femme, votre fiancé au féminin ou au masculin, la personne que vous choisissez de fréquenter, votre cheminant comme on dit pour certains, vous devez trouver la connaissance multipliée par 3. À savoir le premier type de connaissance, c'est la connaissance de Dieu. C'est important que vous ayez, je le redis, je le redirai, mais la répétition est pédagogique. C'est important d'avoir la connaissance spirituelle. Quand je parle de connaissance spirituelle, je parle de la vraie connaissance spirituelle, à savoir déjà à s'intéresser et connaître le vrai Dieu, votre créateur, celui qui vous a créé, celui qui vous a mis au monde, celui qui vous a conçu dans le sein de votre mère, celui même qui, avant que vous ne soyez conçu dans le sein de votre mère, avait déjà l'idée qu'il vous créerait et la raison pour laquelle il vous créerait. Il est très, très important et fondamental de creuser cet aspect de manière vraiment profonde, avec sincérité, avec authenticité, avec sagacité et tous les jours de votre vie, vous devez creuser, creuser afin de pouvoir acquérir une réelle connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, ça passe par avoir une relation avec Dieu, que vous développez, que vous maintenez, que vous cultivez. D'accord? Et Dieu, de toutes les façons, la Bible dit, cherchez et vous me trouverez, frappez et je vous ouvrirai. Donc, ça passe par là. Quand vous ne connaissez pas Dieu, ça veut dire que vous ne connaissez pas votre propre nature divino-humaine, puisque Dieu nous a fait de peu inférieurs à lui. Donc, vous ne voulez pas connaître cette nature divine qui est en vous? Vous ne voulez pas connaître en quoi Dieu vous a fait de peu inférieur à lui? Vous ne voulez pas savoir votre potentiel? Vous ne voulez pas savoir comment vous fonctionnez réellement? Quelle est la notice pour pouvoir justement non pas traverser ce monde comme une larve ou comme, un légume ou comme, à végéter, à vivoter, mais vraiment avoir une belle vie, une magnifique destinée. Laisser votre empreinte, hein, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que
vraiment, haut potentiel sur cette terre? Vous voulez toujours rester à 10 de votre potentiel comme on le dit souvent? Ou bien vous voulez exploser les scores et être à 100-200? D'ailleurs, je ne pense pas que Dieu nous ait limités à 10 ou même à 100. Ça, c'est une limitation humaine, mais normalement, plus on avance dans le temps, plus on avance dans la connaissance, plus on peut être des êtres exponentiels. Aujourd'hui, on a laissé notre place à l'intelligence artificielle, aux multimédias, aux ordinateurs et à tout ce qui est technologie high-tech, qui, elle, est en train d'exploser en termes d'exponentialité et nous, on est dans la médiocrité. Nous nous inscrivons au quotidien dans une médiocrité sans nom. Donc, c'est important d'avoir la connaissance afin de pouvoir devenir des êtres exponentiels, afin de connaître notre nature divino-humaine, afin de pouvoir accomplir notre destinée, d'accord? Parce que notre destinée n'est pas que terrestre, elle est également céleste. La dimension dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire la dimension terrestre, elle n'est pas que terrestre, elle est également céleste. Nous avons un monde visible, mais nous avons également un monde invisible dans lequel nous vivons. Il y a des interactions entre le visible et l'invisible. Et quand on ne connaît pas Dieu, quand on ne connaît pas ces interactions, quand on n'a pas de spiritualité et qu'on ne connaît pas le monde spirituel, eh ben, on passe à côté de plus de la moitié de sa vie. On ne vit qu'un quart de sa vie et en plus pas la meilleure, la médiocrité. D'accord? Donc ensuite, le deuxième type de connaissance, qui est primordial et également fondamental, c'est se connaître soi-même. Alors, là encore, c'est très, très important. J'ai remarqué qu'on est dans une espèce de la société prône énormément le développement de soi et la connaissance de soi, la découverte de soi. Par contre, il y a un petit biais dans lequel je ne voudrais pas que nous puissions tomber. C'est bien la connaissance de soi, c'est bien la découverte de soi et je le revendique et je pense que c'est vraiment quelque chose que tout chacun doit faire. Par contre, il ne faut pas que vous deveniez le centre de tout, le centre du monde, que vous fassiez de votre personne la chose la plus importante, que vous soyez le centre de tout. C'est Dieu qui est au centre de tout, d'accord? Et ça doit le rester. Par contre, il est important que vous puissiez vous connaître en tant que femme, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, en tant que créature de Dieu et que vous puissiez vous connaître le plus parfaitement possible, même si chaque jour vous devenez, une personne exponentielle avec de nouvelles capacités qui se débloquent. Voilà, c'est comme un jeu vidéo où vous débloquez, tous les jours quand vous décidez de vous connaître, mais aussi d'évoluer, d'apprendre et tout, ben, vous franchissez à chaque fois de nouveaux paliers, comme un jeu vidéo et donc de nouvelles connaissances de votre personne augmentent. C'est pour cela que moi, j'aurais tendance à dire qu'on ne se connaît jamais parfaitement parce que nous sommes appelés à évoluer tous les jours. Mais pour celui qui n'évolue pas, il se connaît parfaitement, hein, oui, hein. Il s'inscrit dans une médiocrité, il y a pas de nouvelles connaissances, il y a voilà, limite il y a de l'ignorance, donc là, on peut pas dire qu'il ne se connaît pas. On referme cette petite parenthèse. Donc il est important de se connaître soi-même, à savoir de connaître son identité, sa place dans ce monde, sa mission de vie dans ce monde, ses talents, ses dons et j'en passe. Donc nous aurons l'occasion de reparler de cet aspect, la connaissance de soi. Je pense que je vais faire carrément un coaching dessus. Voilà, donc on verra ça après. Je vous dirai sous quel format et comment ça va se passer. C'est un projet pour après. Donc d'accord, pour, le troisième type de connaissance, il est important de connaître la vie. Alors dans la vie, je vais mettre un certain nombre de choses. Donc la connaissance de la vie, c'est déjà la connaissance du monde qui vous entoure, de votre environnement et cet environnement, il est diversifié. Donc il est humain, d'accord? Donc ça veut dire que vous devez connaître un petit peu le fonctionnement des humains qui vous entourent, d'accord? Vous devez connaître également tout ce qui est, les gestion des émotions, le physique, la physiologie de l'être humain, le fonctionnement de l'être humain. Vous devez connaître la nature, végétation, faune, tout ce qui est, nourriture, tout ce qui est hygiène, tout ce qui peut s'apparenter à votre environnement ou alors interagir de manière directe ou indirecte avec vous-même, vous devez avoir une certaine connaissance globale. Je ne dis pas que vous devez devenir un expert dans tous les domaines et dans tous les sujets, mais vous devez avoir une base qui se situe au moins à la moitié, c'est-à-dire à 50 dans vos connaissances. Le reste, c'est pas une prioriture, mais le reste, ça peut venir par-dessus tout en fonction de vos affinités avec certains domaines, certaines sphères. D'accord? Voilà. Donc pour le premier point non négociable, je reprends la connaissance.
C'est le premier point non négociable quand vous décidez de choisir un partenaire ou une partenaire de vie, à savoir la connaissance de Dieu, la connaissance de vous-même et la connaissance de la vie, c'est-à-dire de votre environnement, qu'il soit humain, financier, matériel, immatériel et voilà. Le deuxième point qui est non négociable et que vous devez impérativement connaître, que ce soit, chez votre partenaire, mais aussi chez vous-même, vous devez avoir l'amour et cette personne doit également avoir l'amour. Là aussi, c'est un bien grand mot galvaudé que l'on entend partout, l'amour par-ci, l'amour par-là, dans toutes les sauces. Pour autant, je vais réduire le sujet, je vais le limiter à 3 types d'amour. On va pas parler d'agapé, éros et autres, non. On va parler de quand vous choisissez un partenaire, le premier type d'amour qu'il doit avoir, c'est l'amour pour Dieu. Là encore, c'est très important. Je l'ai déjà dit, la spiritualité, c'est non négociable et c'est quelque chose qui doit être un fondement, un pilier dans le couple. Donc, l'amour de Dieu vous permet de pouvoir justement refléter cet amour envers vous-même et ensuite envers votre partenaire. C'est une relation triangulaire. L'amour, c'est un triangle, en fait. Donc, quand vous connaissez la profondeur, mais aussi, la nature de l'amour de Dieu, quand vous arrivez à rentrer dans cet amour de Dieu et que vous commencez à comprendre l'essence même de l'amour, parce que Dieu est amour. Il est l'amour, mais il est amour. Et donc, c'est au travers de cette notion que vous apprendrez à maîtriser au travers de l'amour de Dieu, que vous commencerez vous-même à pouvoir développer de l'amour pour Dieu, pour vous, mais également pour les autres. D'accord? Donc, je vous ai déjà donné en fait les 3 types d'amour qui doivent être développés impérativement, quand vous choisissez un conjoint. Alors, c'est l'amour de Dieu, l'amour envers vous-même, donc l'amour de soi-même et l'amour envers les autres. Il y a d'ailleurs un verset qui, concernant les 2 derniers types d'amour, l'amour de soi et l'amour envers autrui, c'est, «Tu aimeras ton prochain comme toi-même». Donc, on retrouve ceci dans la Bible. Si vous tapez sur Google, «Tu aimeras ton prochain comme toi-même», vous trouverez le verset dans lequel, heu, vous retrouverez cette citation de la Bible. Lisez et méditez dessus. Donc c'est très important. L'amour de Dieu, l'amour envers vous-même et l'amour envers autrui. C'est si vous n'aimez pas Dieu, vous ne pouvez pas vous aimer et vous ne pouvez pas aimer autrui. Si vous ne commencez pas à vous aimer vous-même, vous ne pourrez pas aimer autrui parce que vous ne développez pas ces mécanismes de l'amour. Vous ne connaissez même pas ce que c'est que ce sentiment envers vous-même. Comment vous pouvez aimer quelqu'un d'autre plus que vous? Comment vous pouvez apprendre à aimer quelqu'un d'autre si vous-même vous ne vous aimez pas? Si vous ne vous aimez pas, vous ne donnerez pas le meilleur de vous-même. Vous n'aurez pas ce regard que vous avez sur vous-même, cette protection que vous avez pour vous-même, ce respect que vous avez pour vous-même, cette estime que vous avez pour vous-même. Vous pouvez pas aimer quelqu'un d'autre plus que vous. C'est pas possible, en fait. Sinon, on tombe directement, si c'est le cas, on tombe dans quelque chose de pathologique. Et c'est là où on fera un podcast où je développerai un petit peu ce sujet par la suite. Ensuite, le troisième point non négociable, quand vous choisissez, un conjoint, donc ce troisième point toujours est valable pour vous-même, mais également pour le conjoint, vous devez le retrouver chez le votre futur conjoint ou votre conjoint, c'est le savoir-être. Quel grand mot et en même temps, on y met tout ce qu'on veut dans ce terme qui est souvent également galvaudé, mal compris. Donc, il est bon de faire une petite définition avant de partir sur ce sujet. Donc, qu'est-ce que le savoir-être? Ce sont les qualités comportementales d'un individu au sein d'un environnement, quel qu'il soit. Je reprends. Le savoir-être, ce sont les qualités comportementales d'un individu au sein d'un environnement, quel qu'il soit. Donc, en gros, c'est la capacité qu'a un individu à se comporter de manière adéquate, de manière efficiente et sans affecter sa propre personne, mais également les autres et ainsi que son environnement. Donc, il doit veiller à tout cela, tout en restant attention soi-même. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des gens qui, ont effectivement des très, très grandes qualités comportementales. Ils se comportent très, très bien, envers les autres, dans n'importe quel environnement. Ils s'adaptent, ils sont flexibles, ils ont le bon comportement positif, efficient, mais alors le risque, c'est que ce sont des caméléons. Vous le voyez comme ça dans un environnement A et dans un environnement B totalement, diamétralement opposé, il se comportera également de manière efficiente, de manière positive, de manière vraiment, il baigne dans son milieu.
et c'est là où vous vous demandez: «Mais attends, hier il était dans un milieu totalement différent, diamétralement opposé, où il semblait vraiment être comme un poisson dans l'eau et là il est également comme un poisson dans l'eau». À quel moment il est véritablement lui-même? Donc il y a des gens, ils sont comme des caméléons et on se demande quelle est leur vraie personnalité. À quel moment ils sont eux-mêmes? Est-ce qu'ils ne se sont pas perdus? Est-ce qu'on ne peut pas parler d'aliénation complètement, de comportement, on ne sait plus qui ils sont. Donc avoir un savoir-être, savoir se comporter de manière efficiente, dans un environnement, avoir cette capacité, de s'adapter ne veut pas dire que vous perdez votre personnalité, que vous perdez votre identité, que vous n'êtes plus vous-même et que vous êtes un caméléon et ça, c'est très important dans un couple. Il arrive souvent que certaines personnes sont en couple et quand ils sortent, on les voit très joviales, très joyeux, très serviables, adorables, le gendre ou bien la bru parfaite et quand ils rentrent et qu'ils sont dans l'intimité, on se pose des questions et là, on commence à là, ce sont les cris, les insultes, ce sont 2 personnes diamétralement opposées qui savent s'adapter à l'extérieur, mais qui dans le couple, il y a rien de positif, c'est que les cris, c'est que les menaces, c'est que les coups, c'est que la violence, c'est voilà. Donc il est important de bien, 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 bien observer, si cette personne est authentique, si cette personne est congruente, en accord avec ce qu'elle pense, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, qui elle est et ce qu'elle croit, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui savent donner le change et ça, c'est dangereux, je n'aurai de cesse de le répéter. Donc le savoir-être, c'est savoir s'adapter certes et mais c'est surtout avoir un savoir-être inné, naturel, être la même personne, de manière positive, adéquate avec ses valeurs, avec les valeurs spirituelles, avec les valeurs universelles, voilà et donc voilà, c'est avoir, et si, vous ne possédez pas ce savoir-être, c'est pas une, catastrophe en soi, c'est quelque chose que vous pouvez en tout cas développer, cultiver et apprendre, d'accord? Par contre, le problème, c'est que beaucoup de gens se mettent en couple, se marient avec quelqu'un en espérant que cette personne soit va s'adapter au fait qu'il ou elle n'ait pas de savoir-être ou alors que cette personne va lui enseigner. N'attendez pas d'être en couple ou d'être marié et de compter sur l'autre pour pouvoir vous enseigner les choses. Vous êtes censé arriver avec des acquis et ça fait partie des prérequis. Ce n'est même pas un acquis, ouais, c'est un prérequis avant de se mettre en couple. C'est quelque chose que vous devez avoir maîtrisé même à plus de 50%. Le savoir-être est une compétence non négociable que vous devez maîtriser à plus de 50%. Il faut que vous soyez au moins à 80%, pas moins. D'accord? Parce que c'est très embarrassant quand vous voyez quelqu'un, si vous voyez quelqu'un qui monte sur la table et qui se met à manger sur la table où tous les convives s j'ai exagéré un peu, hein, d'accord? Mais c'est tout cela pour vous dire, ceux qui parlent la bouche pleine et qui postillonnent avec la nourriture partout, ceux qui arrivent directement chez vous, ils sont invités, vous avez à peine ouvert la porte, elle elle vous met tout ce qu'elle a, dans la main et puis elle monte, elle dit: «Où sont vos toilettes?» Elle est déjà arrivée dans votre chambre, elle a déjà essayé votre lit en vous disant: «Ah, il est confortable ton lit, où tu l'as acheté et tout?» En plus, je dis ça, mais c'est quelque chose qui m'est arrivé en plus, hein. J'avais, un ami qui, une fois est arrivé, je venais d'emménager dans un appartement et il est arrivé chez moi et il m'a demandé où étaient les toilettes. Je lui ai indiqué où se situaient les toilettes. Il est monté et ne le voyant pas descendre, je monte et quelle ne fut pas ma surprise de le voir, assis sur mon lit en train de rebondir et de dire: «Waouh, ton matelas est super et tout», Alors, je ne vous dis pas comment était mon conjoint et comment il s'est senti. On était littéralement choqués. On était tellement choqués qu'on ne savait même pas comment lui dire que c'était pas adéquat, que c'était choquant, que ça ne se faisait pas et on se demandait comment il pouvait exister des êtres avec autant de manque de savoir-être. C'était vraiment effarant. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite histoire. Sachez qu'avec des comportements, quand il y a un manque de savoir-être, ben, ça devient non seulement embarrassant pour, si vous avez une conjointe, si vous avez de la famille, ça devient embarrassant pour les personnes qui sont en face de vous parce qu'elles ne savent pas comment vous parler, comment vous dire, comment vous faire comprendre. Et plutôt que de vous dire ou vous faire comprendre, ben, à l'avenir, vous serez tenu à l'écart, vous ne saurez pas quand il va se passer quelque chose, un anniversaire, une fête, une invitation
Tout le monde va vous fuir et vous serez en fait blacklisté. Vous n'aurez plus vraiment de vie sociale, vous allez, progressivement être écarté et vous allez vous retrouver isolé en fait, voilà. Donc ensuite, le quatrième point non négociable à avoir impérativement avant de se mettre en couple et pour pouvoir faire le choix du bon conjoint, que ce soit vous ou l'autre, il doit le posséder, c'est le savoir-vivre. Très important. Là encore, je pense qu'il est nécessaire de donner une petite définition afin de bien comprendre quelle est la distinction entre savoir-être, savoir-vivre. Alors, le savoir-vivre, c'est une connaissance pratique des règles de la politesse. C'est la civilité, la courtoisie, la bonne éducation. Je reprends la connaissance, c'est la pratique de règles, de la politesse, de la civilité, de la courtoisie, la bonne éducation. En gros, hein, pour faire simple, le savoir-vivre, c'est, avoir de la courtoisie, avoir de la politesse, c'est montrer sa bonne éducation. Aujourd'hui, on vit dans une société où tout ce qui est savoir-vivre, tout ce qui est courtoisie, civilité, politesse, c'est un vrai problème de société. Je dirais même qu'on peut parler d'un vrai fléau, une vraie pandémie. À croire que personne n'a reçu d'éducation, que l'éducation se perd, la politesse se perd, la courtoisie se perd, la civilité se perd au bénéfice de tout ce qui est incivilité, absence d'éducation, absence de courtoisie. On entend même cette fameuse phrase, à tout va et à tous les niveaux de la société, à tout âge. J'ai souvent entendu des personnes dire: «Qui veut du respect se le procure». Ah, j'aime bien cette phrase. Vous pouvez pas imaginer à quel point elle m'énerve quand j'entends cette phrase. «Qui veut du respect se le procure». Donc ça vous donne tous les droits d'insulter, de pas respecter, d'être discourtois, de pas être poli, d'être impoli, d'être incivil, d'avoir des comportements, de manquer de civilité, en fait. Je suis pas d'accord. Je tiens à le dire tout de suite, je suis pas d'accord avec cette histoire de «qui veut du respect se le procure». D'ailleurs, certaines personnes me diront que je parlais de savoir-vivre et tout de suite je suis dans le respect. Il faut savoir que entre le savoir-vivre et le respect, il y a une étroite relation. Ils sont tous les 2 en corrélation parfaite. L'un ne va pas sans l'autre. Le savoir-vivre ne va pas sans le respect. Pour moi, il ne s'agit pas dans le savoir-vivre ou dans le respect, la civilité, la courtoisie, la bonne éducation, il ne s'agit pas d'une capacité qui nécessite une forme de réciprocité. Ça veut dire que vous ne pouvez pas dire à quelqu'un ou vous permettre de fonctionner avec, je me montre poli avec ceux qui sont polis, je me montre respectueux avec ceux qui sont respectueux, je montre des comportements avec une bonne éducation, des comportements courtois, seulement quand j'ai en face de moi quelqu'un qui me donne la réciprocité. Pas du tout. Le savoir-vivre en fait, c'est, comme respirer en fait. Vous devez prendre conscience que avoir du savoir-vivre, c'est comme respirer. Ça doit être quelque chose d'inné. Ça doit être quelque chose qui n'appelle pas la réciprocité en face de vous. Vous entendez le terme savoir-vivre, hein? C'est pas pour rien, hein, qu'on vous associe ces 2 termes. Savoir et à côté vivre. Donc vous êtes sur terre, vous vivez, vous existez dans une société, dans un monde et pour pouvoir le faire bien, d'accord? Pour pouvoir faire quelque chose de bien, poser des actes, bien pensés, positifs en ce monde, il faut qu'en face de vous, il faut que la personne qui soit en face de vous soit aussi en train de poser des actes positifs, des actes bien pensés. Il faut que cette personne soit, non, non, on marche sur la tête, hein, carrément. C'est inné en fait, d'être, respectueux, d'être courtois. En fait, ce sont des valeurs universelles. Ce sont des bases universelles en fait, d'être courtois, respectueux, poli, et tous ceux qui font preuve d'irrespect, de manque de courtoisie, d'incivilité, que ce soit sur la route, au travail, que ce soit au sein de la famille et dans le couple surtout, eh ben, sachez que vous manquez d'instruction, vous manquez de maturité, vous manquez carrément, vous ne savez pas comment vivre en fait. Vous ne vivez pas en bonne intelligence. Que ce soit bonne intelligence émotionnelle, bonne intelligence relationnelle, bonne intelligence de l'amour et sans compter les autres formes d'intelligence qui existent en fait. Vous ne savez pas vivre.
Même les animaux, entre eux, savent vivre et ont des codes, d'accord? Et ils attendent pas forcément qu'en face d'eux, il y ait nécessairement une réciprocité, d'accord? Donc vous arrêtez avec vos histoires «Qui veut du respect se le procure», d'accord? Et vous vous montrez inébranlable dans votre savoir-vivre. Il faut être une valeur sûre, il faut être ancré, enraciné dans son savoir-vivre. Vous vous en foutez des autres et de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils pensent. Vous devez être ancré, je le répète, dans votre savoir-vivre. Ce que vous savez, ce que vous pensez qui est bon ne doit pas fluctuer en fonction de la personne qui est en face de vous, en fonction du comportement qui vous est servi. D'accord? Ça c'est excusez-moi, c'est de la foutaise. D'accord? C'est se trouver des excuses pour pouvoir agir mal. C'est se trouver des excuses pour ne pas être intelligent. C'est masquer votre intelligence avec des phrases toutes faites. Les vraies personnes intelligentes, les personnes qui savent vivre et qui savent pourquoi elles sont sur terre, qui connaissent leur place en ce monde, leur mission en ce monde, sont constantes, ancrées et enracinées dans les vraies valeurs et le vrai savoir-vivre. On va poursuivre avec le cinquième point non négligeable, c'est le partenaire que vous choisissez, mais également chez vous-même. On va parler de savoir-faire. Donc, on a fait le savoir-être, on a fait le savoir-vivre et maintenant on va faire le savoir-faire. C'est très répétitif, faire, le savoir-faire, mais bon, excusez-moi. Donc du coup, le savoir-faire, on fait une petite définition, hein, obligée, parce que sinon il y aura une confusion du genre. Donc, c'est la connaissance des moyens qui permettent d'accomplir ou résoudre une tâche. Je répète, c'est la connaissance des moyens qui permettent d'accomplir ou de résoudre une tâche. Alors, généralement, on associe souvent le savoir-faire à tout ce qui est milieu professionnel, mais pas du tout. Le savoir-faire ne se limite pas au milieu professionnel. Il est d'ailleurs, il est valable pour tous les milieux, que ce soit en couple, que ce soit en famille, que ce soit dans une communauté quelconque. Voilà, vous avez des savoir-faire et vous devez les mettre en avant, quel que soit, l'environnement dans lequel vous évoluez. Par exemple, en couple, vous avez, des savoir-faire en cuisine, dans le ménage, en termes de finances, en termes de gestion des finances, en termes de bricolage. Je pense qu'un homme et une femme doivent avoir un certain nombre de savoir-faire, c'est-à-dire des connaissances de moyens qui leur permettent d'accomplir ou de résoudre des tâches ménagères, des tâches faire la cuisine, des tâches, comme gérer leurs finances, des tâches comme enfin, il y a même en sexualité, hein, d'accord? Donc, il y a tellement de domaines dans lesquels vous devez avoir un minimum de savoir-faire. Et sachez que le minimum dont je parle dans toutes les compétences, en tout cas dans tous les points non négligeables, c'est 50 minimum. Le reste, on verra. Mais vous devez quand même avoir 50 de savoir-faire dans les domaines basiques tels que ménage, cuisine, hygiène, tenir une maison, tenir et gérer des finances, bricoler un certain nombre de choses. Heu, vous la pédagogie en termes d'éducation d'un enfant, en termes de s'occuper d'un enfant. Vous devez avoir et maîtriser ce genre de savoir et vous ne pouvez pas vous permettre d'être à 50 dans certains domaines. Je prends une respiration quand même parce que j'ai l'impression que, hein, je j'oublie de respirer tellement le sujet est, important. On passe tout de suite au sixième point non négligeable. Quand vous choisissez un partenaire, vous devez avoir ce point-là en vous, mais vous devez l'exiger aussi en face chez votre partenaire. On parle de qualité. Alors, ça a l'air banal, vous allez peut-être vous dire: «Mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, qualité, c'est pas quelque chose, Non, 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 tout le monde a des qualités, d'accord? Tout le monde naît avec en tout cas, ils sont pressentis pour des qualités qu'ils choisissent soit de négliger ou soit de développer, voilà, de cultiver et ça, c'est très, très, très important parce que j'ai remarqué que dans certains couples, dans certaines relations, dans certains mariages, à bien observer ces personnes, vous vous rendez compte, même, au travail, vous connaissez ou vous avez des amis, vous avez tous des amis. En les observant, en passant du temps, des semaines, des mois, des années avec ces personnes, qu'elles ont plus de défauts que de qualités. Vous vous demandez même, quand on vous dit: «Allez, donne 3 qualités que tu vois chez cette personne». Quand vous trouvez une qualité, c'est déjà bien. Si vous trouvez 2, des fois vous vous dites: «Bon allez, hein, la deuxième était un petit peu arrachée par les cheveux, c'est pas vraiment une qualité, mais bon, on va la lui concéder».
C'est pas possible, en fait. Vous devez avoir plus de qualité que de défauts. Vous devez développer plus de qualité que de défauts. Vous devez cultiver plus de qualité que de défauts. Donc pour cela, vous devez déjà connaître les qualités pour lesquelles vous êtes pressenti. C'est-à-dire que de par votre identité, votre vécu, votre expérience, votre façon de penser, les actes que vous posez dans cette vie, on doit pouvoir déceler vos qualités, on doit pouvoir les apprécier, on doit pouvoir en profiter, en bénéficier. Il y a des gens dont on ne bénéficie jamais de leurs qualités. On bénéficie plus souvent de leurs défauts. 360 jours dans l'année, on a droit à leurs défauts et puis les 5 derniers autres, on a droit à des qualités. C'est comme si c'était une cerise sur le gâteau, alors que vos qualités, ça doit être le gâteau et éventuellement vos défauts, la cerise. D'accord? Mais vous inversez les choses. Donc non, c'est important, de trouver, allez, on va dire, un ratio de qualité beaucoup plus importante que les défauts. Et outre le fait que vous ayez trouvé ces qualités chez vous, mais aussi chez votre partenaire, il est important de pouvoir cultiver, développer ces qualités parce que dès lors où vous ne les cultivez pas, vous ne les développez pas, dès lors où vous n'arrosez pas ces qualités, vous ne faites pas en sorte de les faire évoluer, pousser dans le bon sens du terme et augmenter, on va dire implémenter ces qualités, ben, vous laissez place en fait, aux défauts de cette qualité, d'accord? Si vous ne cultivez pas, vous maintenez pas la qualité, vous ne faites pas en sorte en fait de la faire grandir et évoluer, voilà, et surtout de la partager avec votre environnement, et ben, vous laissez place aux défauts de cette qualité. Parce que sachez que chaque qualité a un défaut, d'accord? Quand il y a une qualité, il y a un défaut qui va avec et généralement, c'est vous qui faites le choix. Soit vous laissez exister en vous le défaut ou soit vous laissez exister en vous la qualité. C'est comme une plante, d'accord? Bien. Ensuite, nous verrons le septième point non négligeable à posséder, chez vous comme chez votre conjoint quand vous faites le choix. Alors, les compétences. On parle de compétences, c'est-à-dire de connaissances approfondies et reconnues dans un domaine. Donc une compétence, c'est une connaissance approfondie et reconnue dans un domaine et cette connaissance reconnue et approfondie donne le droit à cette personne de juger, d'exercer et d'avoir une expertise dans ce domaine. Donc, nous sommes toutes et tous prédisposés pour des compétences, de par notre génétique, notre vécu, notre expérience, nos études et plein d'autres facteurs, paramètres qui entrent en ligne de compte. Mais, il y a une chose qui ne bougera pas, c'est que c'est à nous que revient, la tâche de développer, de cultiver et d'entretenir nos compétences. Vous pouvez même choisir alors, contrairement aux qualités, qui ça c'est un petit peu plus compliqué et ben, vous pouvez même choisir de développer certaines compétences pour lesquelles vous n'avez aucune appétence, aucune affinité, qui ne sont pas innées chez vous. Vous pouvez choisir de les acquérir, contrairement à d'autres choses. Et je trouve ça très intéressant, car beaucoup de gens dans cette société, se brillent par leur incompétence, brillent dans la médiocrité alors qu'ils ont tellement de possibilités. Ils ont une avenue, un boulevard devant eux et ils choisissent de se tourner et d'aller dans des impasses de compétences et de médiocrité. Là encore, je vous invite à bien regarder quelles sont les compétences qu'il y a chez vous, mais surtout chez votre partenaire. Parce que si vous en êtes déjà à regarder quelles sont les compétences de votre partenaire, ça veut dire que vous avez déjà fait ce travail en vous. C'est très, très important d'enlever les yeux de l'amour, l'aveuglement des battements de cœur qui battent la chamade et tout. Non, c'est important. À un moment donné, enlevez le GPS de vos émotions et mettez le bon GPS. Paramétrez votre GPS sur tout ce qui est compétences, qualités, savoir-vivre, savoir-être, hein, à la bonne adresse et passez par les bons éléments, les bonnes analyses, les bonnes réflexions afin de pouvoir faire les bons choix. Ce sont des éléments non négociables, ce sont des bases. Ce n'est même pas, ce n'est même pas, genre négociable. Allez bon, il a au moins 7 points, il est pas obligé d'avoir les 10. Obligé d'avoir les 10. Je suis désolée, ce sont des bases. Ce sont des bases. Vous ne pouvez pas être avec quelqu'un qui a
plus de défauts que de qualités et qui ne connaît pas ses qualités. Vous pouvez pas être avec quelqu'un qui ne se connaît pas. Que ce soit et qui ne connaît pas Dieu ou bien qui ne connaît rien à la vie, qui connaît pas le développement de son corps, qui connaît pas, la faune, la flore, la nature, qui ne sait rien de ton environnement et qui ne s'y intéresse pas. Vous pouvez pas être avec quelqu'un qui enfin, voilà, vous avez compris. Ensuite, on va parler des 2 dernières valeurs, des 2 derniers points non négociables. Le 8e, ce sont les valeurs. Alors, là, ça parle, c'est un mot qui parle de lui-même, je ne vais pas le définir, mais sachez que vous devez, quand vous fréquentez quelqu'un et quand vous envisagez, de choisir, le conjoint de votre vie, vous devez, l'observer et vous devez pouvoir recenser les valeurs de cette personne. Outre les valeurs de cette personne, elles doivent correspondre quand même un tant soit peu à vos valeurs, d'accord? Si cette personne, par exemple, n'a pas, du tout la valeur de la fidélité, ça n'a aucune importance pour elle et d'ailleurs il n'adhère pas à cela et que vous, vous êtes une fervente, défenseuse de tout ce qui est fidélité, loyauté, intégrité, laissez tomber. Laissez tomber. Les valeurs, c'est très important et c'est surtout important. Là, par contre, il y a nécessité qu'il y ait une certaine réciprocité dans les valeurs, d'accord? Si vous ne vous reconnaissez pas dans l'autre au travers de certaines valeurs, vous n'êtes pas obligé d'avoir 10 sur 10, c'est-à-dire il en a 10 et les 10 que vous avez correspondent parfaitement, ce sont les mêmes. Non, on n'est pas obligé d'avoir cette réciprocité comme ça. Mais par contre, vous devez quand même trouver au moins 5 de vos valeurs qui lui correspondent à lui également. Donc les valeurs, c'est tout ce qui est l'amitié, l'amour, la confiance, l'intégrité, la loyauté, la fidélité et plein d'autres choses. Donc faites le point sur vos valeurs, comparez, parlez-en, c'est important, parce que certaines personnes, des fois, peuvent citer des valeurs sans savoir vraiment ce que ça comprend. D'accord? Vérifiez que cette personne a une définition adéquate des valeurs et voilà, allez au fond des choses. Ne restez pas dans la superficialité, ne restez pas en voilà, en en haut de l'iceberg. Regardez ce qui se passe en bas, d'accord? Plongez un petit peu pour regarder vraiment les fondements, l'enracinement, l'ancrage des valeurs de cette personne. Parce qu'il y a des gens qui parlent du bout des lèvres de certaines valeurs, mais quand elles agissent, vous ne voyez pas la valeur en question, d'accord? Certaines personnes vont dire: «Oui, par exemple, je suis fidèle et tout», mais la fidélité, c'est pas seulement dans un couple, hein. La fidélité, c'est quand, vous prenez des engagements, en amitié, quand vous prenez des engagements professionnels, quand, vous dites que voilà. La fidélité, c'est aussi dans ces domaines-ci. Donc, si vous êtes en couple, mais ça fait déjà 1 an et puis vous aurez pas l'occasion de tester sa fidélité à ce moment-ci, hein. C'est sur du long terme, hein, donc regardez ce que cette personne a produit dans le passé. Regardez, faites les comptes, faites les résultats, faites, des analyses profondes, voilà, avant de pouvoir réellement dire: «OK, ça c'est une valeur qu'il incarne ou qu'elle incarne réellement». Ensuite, valeur suivante, voilà. Ensuite, le 9e point qui est non négociable dans le choix du bon conjoint, c'est la sagesse. Très, très important la sagesse, c'est très, très important parce que là encore, c'est un mot qui est très galvaudé dans notre société, en sorte que, la sagesse n'est pas quelque chose, d'humain. Pour ma part, en tout cas moi, selon ma conception de la sagesse, c'est une connaissance équilibrée, acquise, mais qui est inspirée divinement. Donc pour moi, sagesse, ça rime avec Dieu. C'est Dieu qui rend sage, c'est Dieu qui donne la sagesse, comme Salomon qui a demandé à Dieu la sagesse. D'accord? Et ben, tout ce qui est sagesse humaine, c'est folie. D'accord? C'est un semblant d'humilité, de sagesse, de voilà. Non, 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 la sagesse sans Dieu, c'est autre chose. Ça porte un autre nom. Mettez-moi en commentaire, le nom que pourrait avoir cette sagesse. Mais en tout cas, la sagesse, c'est important. Ça veut dire que on parle de sagesse vraiment quand elle est sourcée chez Dieu, quand elle est appuyée sur des principes divins, des principes spirituels. Quand vous avez des décisions à prendre, quand vous avez des actions à poser, quand vous avez des réflexions à mener, eh ben, vous prenez pour base Dieu, les principes divins, les lois divines, les préceptes divins et ce qui en ressort de la réflexion, des paroles et aussi des actions que vous allez poser, eh ben, c'est quelque chose qui au final aura une résultante vraiment, le succès, la prospérité, on parle pas de richesse, argent forcément, hein, mais le succès, la prospérité dans toutes vos entreprises.
Généralement, la sagesse engendre justement le succès et une certaine forme de prospérité, que ce soit en santé, dans le travail, dans la vie de couple, dans les avec les enfants, voilà, sur tous les points. Donc quelqu'un qui n'a pas de sagesse, vous allez vous retrouver assez souvent dans des difficultés, dans des «emmerdes» entre guillemets. Vous allez vous retrouver vraiment frustré, embêté, vous allez développer des ulcères, vous serez pas tranquille en fait. Vous allez être tourmenté, voilà. Le 10e point, et le dernier point, c'est, non négociable, c'est la maturité. Alors la maturité, on vit dans une société où on a du mal à savoir qui est mature et qui ne l'est pas. On a du mal à voir vraiment la maturité des uns et des autres, des unes et des autres. Qu'est-ce que c'est que la maturité? C'est la capacité qu'a un individu de voir, de juger, de choisir, d'agir ou de réagir face à différentes situations de la vie et ça de manière sage, positive et constructive. En gros, être mature, c'est pouvoir, là encore, parler, agir, choisir, réagir quand on se trouve dans des difficultés, dans des situations et le faire avec vraiment une sagesse, avoir un résultat positif et avoir un résultat constructif. Alors attention, les résultats que vous obtenez, ils doivent être sages, positifs, constructifs, que ce soit pour vous, mais aussi pour les autres en face et pour, en gros, l'environnement, qu'il soit humain, qu'il soit matérielle ou immatérielle, la résultante doit être positive et constructive pour vous et pour tout le monde. Voilà, c'est ça agir avec maturité. C'est presque comme du développement durable. Quoi que vous décidiez, quoi que vous pensiez, quoi que vous fassiez, quoi que vous agissiez, quoi que vous réagissiez, vous devez le faire de manière à ce que tout le monde soit gagnant. Vous devez avoir vraiment une réflexion bien menée et au bout de cette réflexion bien menée, avant, il y a une observation bien menée, une réflexion bien menée et une action qui est bien posée, bien calculée, voilà. Et pour qu'il y ait toujours l'amour qui ressort, pour qu'il y ait toujours des choses positives, voilà, pour que la résultante soit un fruit bon à manger, voilà. Pour aujourd'hui, ce sera tout, ma team goal. Concernant les 10 points non négociables que vous devez rechercher chez le bon partenaire, d'accord? Il s'agissait des basiques, des fondamentaux, d'accord? Il faut absolument que les 10 points soient présents. C'est comme un syndrome, d'accord? Il faut que ces 10 points soient nécessairement présents. Nous aurons l'occasion d'aborder d'autres sujets qui s'apparentent à d'autres points que vous devez absolument rechercher chez votre partenaire avant de vous engager, avant de vous marier, avant de vous fiancer et donc on aura l'occasion d'aborder d'autres points, d'accord? Mais là, nous avons abordé ceux qui sont non négociables comme des prérequis non négociables. Si vous avez des remarques, des commentaires, si vous êtes d'accord, pas d'accord ou si vous voulez rajouter des points, n'hésitez pas à le faire en commentaire. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé ce podcast et surtout n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification afin de ne pas rater les prochains podcasts. D'ici là, je vous retrouve pour un prochain sujet sur un prochain podcast. Je vous souhaite une bonne soirée si vous m'écoutez en soirée et une bonne journée si vous m'écoutez en journée. Et je vous dis à très très vite, ma team goal. Bénis-moi, bénis-moi toujours, élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur, je veux vivre sans douleur. Ta main sur moi, je veux sentir chaque jour encore grandir. Préserve-moi, Seigneur des cœurs, accorde-moi toutes ces faveurs. Et tu entendis ces paroles, j'avais marché sans embûche ni cône. La souffrance quittait son chemin, avec Dieu il resta serein. Bénis-moi, bénis-moi toujours, élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur.
veux sentir chaque jour encore grandir. Préserve-moi, Seigneur, des pleurs.